L'excellence noire est un terme qui est une force motrice dans la communauté noire. Nombreux sont ceux qui s'efforcent de l'atteindre, et ceux qui y parviennent deviennent des idoles et une source d'inspiration, non seulement pour la communauté noire, mais aussi pour le monde entier. Cette liste présente certains des Noirs les plus prospères au monde, les milliardaires noirs les plus riches de la planète. 10. Steve Maziwa. Si vous êtes originaire du Zimbabwe, Steve Maziwa est l'une des personnes que vous admirez le plus en grandissant. C'est la personne à qui vos parents vous disent de ressembler, et ce n'est pas seulement à cause de sa richesse. Comme la plupart des personnes figurant sur cette liste, Steve a travaillé très dur pour devenir l'homme le plus riche du Zimbabwe. On peut dire qu'il s'est battu pour cela. Steve est né le 29 janvier 1961. Alors qu'il n'avait que 7 ans, sa famille a quitté le pays après la déclaration unilatérale d'indépendance du Royaume-Uni par le gouvernement du Premier ministre Ian Smith en 1965. Sa famille a déménagé dans le pays voisin, la Zambie, et s'est installée à Kitwe, une ville connue pour ses mines de cuivre. C'est à Kitwe qu'il a fréquenté l'école primaire. Après l'école primaire, ses parents l'envoient en Écosse. Il y retourne brièvement après ses études secondaires, mais retourne rapidement en Grande-Bretagne, où il obtient un diplôme d'ingénieur en électricité à l'Université du Pays de Galles en 1983. Fraîchement diplômé et plein d'idées, Steve retourne au Zimbabwe. Après un bref passage dans une entreprise publique de télécommunications, il entreprend de s'établir dans le secteur. Il crée Econet Wireless en finançant la nouvelle société avec l'argent qu'il avait économisé pendant son travail. Il s'est vite rendu compte que sa nouvelle entreprise était en danger lorsque l'administration de Robert Mugabe, qui contrôlait jusqu'alors toutes les télécommunications du Zimbabwe, a refusé d'accorder à Steve la licence d'exploitation, car elle ne voulait pas d'activité privée dans le secteur des télécommunications. Il semblait presque stupide de défier le gouvernement, mais Steve Maziwa a fait appel à la Cour constitutionnelle du Zimbabwe. Il a affirmé que le refus du gouvernement de lui accorder une licence constituait une violation du droit à la liberté d'expression. Après une bataille juridique de 5 ans, au cours de laquelle il a failli faire faillite, il a gagné et a créé un précédent pour la privatisation des télécommunications, non seulement au Zimbabwe, mais dans toute l'Afrique. Malgré cette victoire, il n'a pas été facile de créer seul une nouvelle entreprise de télécommunications, avec une expérience limitée et un financement encore plus limité. Cependant, Steve a trouvé le moyen de faire fonctionner son entreprise, qui a non seulement survécu, mais aussi prospéré. Depuis, son entreprise s'est développée, tout comme sa fortune. Steve, qui a quitté définitivement le Zimbabwe pour le Royaume-Uni en 2000, possède d'autres entreprises, notamment la majorité de la société privée Liquid Telecom, qui fournit des services de fibre optique et de satellites aux entreprises de télécommunications dans toute l'Afrique. Il a également investi dans plusieurs entreprises de fintech et de distribution d'énergie. Sa valeur nette est estimée à environ 1,8 milliard de dollars. Steve Maziwa n'oublie pas de rendre à la communauté ce qu'elle lui a donné. Avec sa femme Tsitsi, il a fondé la Higher Life Foundation, une organisation à but non lucratif qui vient en aide aux enfants orphelins et pauvres dans toute l'Afrique australe. 9. Michael Jordan. Il n'est pas nécessaire d'être un fan de basketball pour savoir qui est Michael Jordan. Son nom le précède et il est incontestablement l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Il était si bon qu'à ce jour, les meilleurs joueurs de basketball dans la fleur de l'âge lui sont comparés. Alors, comment le garçon de Brooklyn a-t-il réussi à dominer le basketball pendant 2 décennies, tout en devenant l'un des athlètes les plus riches? Dès son plus jeune âge, il était évident que Michael était doué sur le plan athlétique. Au lycée, il jouait au basketball, au baseball et au football américain, et il était plutôt bon dans ces disciplines. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il a joué au basketball universitaire pendant 3 saisons dans l'équipe des North Carolina Tar Heels sous la direction de Dean Smith, légende de l'entraînement et membre du Basketball Hall of Famer. Chez les Tar Heels, il excelle. Et ce n'est donc pas une surprise lorsqu'il est choisi par les Chicago Bulls comme 3e joueur au total lors de la sélection de 1984. Dès son arrivée en NBA, il est devenu une star. Les fans ne se lassent pas de lui. Il était aussi compétent en attaque qu'en défense, ce qui était rare. Regarder MJ, comme on l'appelle affectueusement, jouer, c'était comme regarder de la poésie en mouvement. Et bientôt, il a eu les accolades pour soutenir son jeu incroyable. Il a joué 15 saisons dans la NBA avec les Chicago Bulls, devenant l'une des 4 seules personnes à avoir remporté 6 championnats de la NBA. Il a également joué pour l'équipe nationale américaine de basketball lors de nombreux événements internationaux et a remporté 2 médailles d'or olympiques. Tout au long des années 1980 et 1990, il est devenu une icône mondiale et un symbole du basketball. Presque tout le monde respectait MJ sur le terrain et en dehors, même ses rivaux. Michael est réputé pour son franc-parler et ses insultes à l'égard des autres joueurs. Mais personne ne peut nier son talent et la facilité avec laquelle il donne l'impression d'être bon. Au contraire, ses coups de gueule n'ont fait que renforcer sa notoriété.
Avec sa popularité croissante, les marques ont commencé à faire la queue pour obtenir la signature de MJ. Des marques comme Nike, Gatorade et Hanes ont réussi à le faire signer, faisant de lui l'un des athlètes les mieux payés au monde. Son contrat avec Nike y a particulièrement contribué. Ce contrat, qu'il a conclu en 1984, est l'un des plus lucratifs dans le monde du sport et a rapporté à Michael plus d'1 milliard de dollars. Une grande partie de cette somme provient des redevances de la marque Jordan. Par exemple, en 2022, les Air Jordan ont rapporté 5,1 milliards de dollars, dont 5% à MJ. Cela représente 255 millions de dollars pour cette seule année. Une autre source de sa richesse est son investissement dans l'équipe de la NBA, les Charlotte Hornets. Non seulement son investissement dans l'équipe a rapporté beaucoup, mais en 2019, il a vendu une participation minoritaire dans l'équipe pour un montant de 1,5 milliard de dollars. MJ vaudrait plus de 2 milliards de dollars. C'est eux qui le placent solidement à la 9e place de cette liste. 8. Patrice Motsepe. Il semblait presque inévitable que Patrice Motsepe finisse dans l'industrie minière, compte tenu de ce qu'il avait vécu dans son enfance. Il est né le 28 janvier 1962 d'Augustine Motsepe, chef du peuple Mako. Augustine était auparavant instituteur, mais il s'était reconverti dans le commerce. Il possédait un tuck shop, c'est-à-dire un magasin de proximité où l'on trouvait des articles ménagers courants. Ce magasin était très fréquenté par les mineurs qui travaillaient à proximité. C'est dans ce magasin que Patrice a appris de son père les principes de base du commerce et qu'il a découvert l'industrie minière. Après l'enseignement primaire et secondaire, Patrice a obtenu une licence de lettres à l'université du Swaziland, puis un diplôme de droit à l'université de Witwatersrand, avec une spécialisation en droit des affaires et en droit minier. Il était clair qu'il voulait se faire un nom dans le secteur minier, mais le moment n'était pas encore venu. Pendant un certain temps, Patrice a travaillé comme avocat, devenant même le premier associé noir du cabinet Bowman Gilfillan, basé à Johannesburg, en 1994. C'était 3 ans après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, et c'était donc assez impressionnant. 3 ans plus tard, en 1997, Patrice a décidé qu'il était temps d'entrer pleinement dans l'industrie. Il a créé sa société, aujourd'hui connue sous le nom d'African Rainbow Minerals, qui achetait des mines peu productives dans le but de les rendre rentables. Pour ce faire, il s'est appuyé sur une politique gouvernementale. À l'époque, l'Afrique du Sud avait mis en place le programme Black Economic Empowerment, qui exigeait que les entreprises minières soient détenues à au moins 26% par des Noirs pour obtenir une licence d'exploitation. Cependant, le pas que Patrice franchissait représentait un grand risque, et même si les bénéfices seraient importants si cela fonctionnait, si cela ne fonctionnait pas, il perdrait tout. L'échec d'une mine serait synonyme de faillite. Cependant, à force de travail, d'expérience et d'un peu de chance, tout s'est arrangé pour Patrice. Il est devenu si riche qu'il est devenu le premier milliardaire d'Afrique. Il a investi dans d'autres entreprises telles que le club de football sud-africain Mamelodi Sundowns et Sanlam, une société de services financiers. Tout cela a permis à Patrice d'atteindre une valeur nette d'environ 2,3 milliards de dollars. En 2013, il a rejoint The Giving Pledge, s'engageant à donner la moitié de sa fortune à des causes caritatives. En mars 2021, M. Motsepe a été élu président de la Confédération africaine de football, l'instance dirigeante du football en Afrique. 7. Jay-Z. Rappeur, producteur de disques et entrepreneur américain, Sean Corey Carter, plus connu sous son nom de scène, Jay-Z, est l'un des plus grands noms de la musique. Il est le premier milliardaire du hip-hop et une légende vivante. Né le 4 décembre 1969, Jay-Z n'a pas connu une enfance facile. Sa famille vivait dans une cité de Brooklyn. Cependant, il était motivé et déterminé à réussir. En parlant de son enfance, Jay-Z a déclaré « Le fardeau de la pauvreté n'est pas un obstacle à la réussite. Le fardeau de la pauvreté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas toujours avoir ce dont on a besoin. C'est le sentiment d'être embarrassé tous les jours de sa vie. Et on ferait n'importe quoi pour se débarrasser de ce fardeau. » Il a décidé que la musique serait son moyen de s'en sortir. Jay-Z a commencé sa carrière dans les années 1980, mais ce n'est que dans les années 1990 qu'il a sorti son premier single officiel. Ses premières apparitions ont été brèves dans des chansons du rappeur et producteur Jaz-O, comme The Originators et Hawaiian Sophie, à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Il a également figuré sur l'album Daddy's Home du rappeur Big Daddy Kane en 1994. Alors qu'il commençait à développer son art, il a essayé d'entrer dans une maison de disques. Mais après un certain temps sans signature, il a décidé de créer un studio indépendant, Roc-A-Fella Records, avec Damon Dash et Karim Biggs Burke en 1995. Il conclut un accord de distribution avec Priority et sort son premier album en 1996, Reasonable Doubt. L'album contient des rythmes de producteurs de premier plan tels que DJ Premier et Super DJ Clark Kent.
et contient même une apparition de The Notorious Big. L'album atteint la 23e place du Billboard 200 et est accueilli favorablement par la critique. Depuis, Jay-Z a sorti 12 autres albums et sa notoriété n'a fait que croître. Il a également contribué à l'éclosion de talents et au succès d'artistes tels que J. Cole, Kanye West et Rihanna. Mais la musique n'est pas le seul domaine dans lequel Jay-Z s'investit. Il a toujours eu l'esprit d'entreprise et, au fil des ans, il a investi dans de nombreuses entreprises lucratives. L'une de ces entreprises est Rocawear, qui a connu une grande popularité dans les années 1990 et est devenue l'une des principales marques de la communauté de la mode hip-hop en plein essor. En 2007, Jay-Z a vendu la société à Iconics Brand Group pour 204 millions de dollars en espèces. La star a également investi dans l'équipe de basketball de la NBA, les Brooklyn Nets. En fait, il a joué un rôle crucial dans le déménagement des Nets du New Jersey à Brooklyn en 2012. En 2013, cependant, Jay-Z a vendu sa participation dans l'équipe et a créé peu après l'agence sportive Roc Nation Sports. L'un des accords les plus connus de Jay-Z concerne Tidal. Il a acheté la société de streaming musical Aspiro en 2015 pour 56 millions de dollars. Avec la technologie d'Aspiro, il a développé Tidal, qui espérait concurrencer d'autres services de streaming comme Spotify et Apple Music. 6 ans plus tard, en 2021, il a vendu une participation majoritaire dans Tidal à Square, la société de paiement mobile de Jack Dorsey, pour 297 millions de dollars. L'opération l'a vu repartir avec 149 millions de dollars en espèces et en actions. Cette opération, ainsi que la tonne d'autres entreprises qu'il possède et dans lesquelles il a des intérêts, notamment une marque de marijuana et une tonne de biens immobiliers, montrent à quel point Jay-Z est polyvalent et industrieux. Le mari de la reine des abeilles vaudrait environ 2,5 milliards de dollars. 6. Oprah Winfrey. Oprah est née dans la pauvreté. C'est un fait de sa vie qu'elle n'a jamais caché. Cependant, son histoire n'est pas une histoire de douleur, mais une histoire inspirante qui a aidé à motiver un grand nombre de personnes dans la communauté noire. Enfant et adolescente à Milwaukee, Oprah a connu non seulement la pauvreté, mais aussi les agressions sexuelles. Elle voulait réécrire son histoire, et cette opportunité s'est présentée lorsqu'elle a déménagé à Nashville, dans le Tennessee. Elle a trouvé un emploi dans une station de radio, alors qu'elle était encore au lycée. À l'âge de 19 ans, elle était co-présentatrice du journal télévisé local du soir. Aussi impressionnant que cela puisse être pour la jeune Oprah, c'est loin d'être à la hauteur de ses rêves. En 1984, Oprah Winfrey s'installe à Chicago, où elle devient l'animatrice de l'émission matinale d'une demi-heure de WLS-TV, AM Chicago. Quelques mois plus tard, l'émission est passée de la dernière place à l'émission la plus populaire de la ville. Le succès de l'émission sous la direction d'Oprah l'a fait passer d'une demi-heure à une heure entière et l'a rebaptisée Oprah Winfrey Show. Oprah avait une approche particulière de son émission, non seulement parce qu'elle était charismatique, mais aussi parce qu'elle abordait certains des sujets les plus importants et les plus polarisants d'Amérique avec une délicatesse inégalée. Elle était également très passionnée et semblait vraiment s'intéresser aux questions abordées dans son émission. C'est ce qui a amené le chroniqueur télé Howard Rosenberg à dire d'elle « C'est une véritable boîte de nuit, un repas complet, grand, ardent, bruyant, agressif, hyper, risible, adorable, plein d'âme, tendre, bas, terreux et affamé. Et elle sait peut-être comment atteindre la jugulaire de Phil Donahue. » La popularité croissante d'Oprah s'étend au monde entier et elle devient bientôt l'une des personnes noires les plus populaires. Elle est devenue une référence dans la culture pop, principalement grâce à son charme. Oprah a réinvesti une grande partie des bénéfices de son émission, ainsi que d'autres projets auxquels elle a participé, comme La couleur pourpre, où elle incarne Sophia, Beloved et Selma. Ces investissements, ainsi que les nombreux biens immobiliers dans lesquels elle a investi au fil des ans, l'ont rendue très riche. En 2008, elle a lancé sa propre société de production, l'Oprah Winfrey Network. Tous ces investissements lui permettent de disposer d'un patrimoine impressionnant de plus de 2,8 milliards de dollars. Oprah est très impliquée dans la philanthropie et a fait don de plus de 425 millions de dollars au cours de sa carrière. Elle s'est particulièrement intéressée au parrainage de l'éducation, notamment celle des jeunes filles, en faisant don de plus de 100 millions de dollars à l'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Afrique du Sud. En 2013, le président Barack Obama lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté et elle a reçu des doctorats honorifiques de Duke et de Harvard. Il est difficile de réussir quand on est né dans la pauvreté. C'est encore plus difficile quand on est une femme. Pourtant, Oprah est la preuve vivante que c'est possible. Son histoire est une source d'inspiration non seulement pour les femmes, mais aussi pour tout le monde. 5. Mike Adenuga. Mike Adenuga est né le 29 avril 1953 de Michael Adenuga SNR et de Juliana Oyindamola Adenuga. Il est pour ainsi dire né dans la royauté.
Sa mère était une princesse de la tribu Igbo d'Ijebu. Mike a fait ses études secondaires à l'Ibadan Grammar School, à Ibadan, dans l'état d'Oyo, au Nigeria. Après l'école secondaire au Nigeria, il a choisi de terminer ses études à l'étranger. Il a donc fréquenté la Northwestern Oklahoma State University et la Pace University, à New York, où il a obtenu des diplômes en gestion d'entreprise. Après avoir terminé ses études, il est retourné au Nigeria. Pendant un certain temps, il a travaillé dans l'entreprise de son père, avant de décider de créer sa propre entreprise, Conoil. Au début, Conoil ne s'intéressait qu'à la distribution de produits pétroliers, mais Mike s'est rapidement interrogé sur la possibilité de forer et d'extraire du pétrole. Après tout, le Nigeria est riche en pétrole, et peu d'entreprises locales s'intéressent au forage. En 1990, il a donc obtenu une licence de forage. En 1991, Conoil a découvert du pétrole dans les eaux peu profondes de l'état d'Ondo, dans le sud-ouest du pays. Conoil devient ainsi la première compagnie pétrolière indigène à trouver du pétrole en quantité commerciale. Conoil accorde une grande importance au développement durable et collabore régulièrement avec la population locale, non seulement pour investir dans la communauté et créer des emplois, mais aussi pour respecter strictement les directives internationales visant à prévenir les catastrophes environnementales telles que les déversements de pétrole. Cela a relativement amélioré la qualité de vie des habitants des régions où Conoil exploite le pétrole. Cependant, Mike n'a pas investi uniquement dans le pétrole. Les télécommunications au Nigeria en étaient à leur balbutiement à la fin des années 1990 et au début des années 2000, et Mike a donc décidé de tâter le terrain dans ce domaine également. Il a baptisé la société Globacom, ou Glo en abrégé. En l'espace de quelques années, elle a gagné en popularité auprès des Nigérians, devenant le troisième plus grand opérateur de réseau du pays, offrant des services de réseau prépayés et post-payés et l'Internet à plus de 55 millions de Nigérians. Globacom est également présente dans les secteurs du divertissement et des médias. L'un des plus grands défis de Mike Adenuga, en tant qu'homme d'affaires au Nigeria, est de naviguer dans l'économie complexe et fluctuante du pays. Vendre un produit au Nigeria n'est pas vraiment facile. Lorsque vous avez des investissements multiples dans une économie volatile comme celle du Nigeria, le risque est encore plus élevé, et c'est sans compter la concurrence. Cependant, au fil des ans, Mike a fait preuve d'une sorte d'intelligence froide dans ses affaires, naviguant avec une relative facilité et s'adaptant aux besoins de l'économie nigériane et du peuple nigérian. En ce qui concerne les actions en faveur du peuple nigérian, Mike Adenuga est bien connu pour sa philanthropie. Il a créé la fondation Mike Adenuga, qui affirme que la mission principale de l'organisation est d'aider le Nigeria et d'autres pays africains, où le groupe d'entreprises Mike Adenuga est commercialement actif de façon permanente à atteindre l'indépendance sociale et économique. La fondation Mike Adenuga vise à contribuer à l'amélioration de l'avenir des Nigérians et des autres citoyens africains. La fondation gère divers programmes, comme on l'a vu lors de la pandémie de grippe aviaire, lorsqu'elle a fait don de 1,5 milliard de naira pour l'achat d'articles de secours et de vaccins. Malgré sa générosité, Mike Adenuga vaut encore la somme impressionnante de 3,4 milliards de dollars. 4. Abdul Samad Rabiou. Né le 4 août 1960, Abdul Samad Rabiou est un homme d'affaires milliardaire et philanthrope nigérian. Il est surtout connu pour être le fondateur et le président du conglomérat BUA, impliqué dans l'agriculture et l'industrie manufacturière. Ses activités comprennent la fabrication de sucre et de ciment, la minoterie, le broyage du pétrole, les concessions portuaires, la promotion immobilière, le pétrole et le gaz, ainsi que le transport maritime. Comment Abdul a-t-il pu créer l'une des plus grandes entreprises d'Afrique? Contrairement à de nombreuses personnes figurant sur cette liste, Abdul Samad est né dans la richesse. Son père, Khalifa Rabiou, était l'un des principaux industriels du Nigeria dans les années 1970 et 1980. Abdul Samad a passé la majeure partie de son enfance à Kano, au Nigeria, avant de partir à l'étranger pour étudier à la Capital University de Columbus, dans l'Ohio. À l'âge de 24 ans, il est retourné au Nigeria pour participer à la gestion de l'entreprise familiale. En 1988, Abdul Samad a créé BUA International Limited pour vendre des produits de base. La société importe du riz, de l'huile comestible, de la farine, du fer et de l'acier. Cependant, 2 ans seulement après son lancement, le gouvernement nigérian a passé un contrat avec BUA pour la fourniture de matières premières. Abdul Samad profite de cette occasion pour élargir le champ d'action de son entreprise, qui se lance bientôt dans la transformation de l'acier, la production de billettes, l'importation de minerais de fer et la construction de la minoire. BUA n'en demeure pas moins ambitieuse. En 2005, BUA a commencé la construction de 2 minoteries à Lagos et à Kano. En 2008, BUA a brisé un monopole de 8 ans dans l'industrie sucrière nigériane en mettant en service la 2e plus grande raffinerie de sucre d'Afrique subsaharienne. Cette opération, ainsi que l'acquisition de Nigerian Oil Mills Limited, ont permis à la BUA d'être très rentable.
À l'inverse, Abdul Samad Rabiou et son fils détenant 96 des parts de la société, Abdul Samad est devenu l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Le magnat possède la somme astronomique de 6,2 milliards de dollars. Abdul Samad vit à Lagos, au Nigeria. Outre la gestion de son entreprise, il est également président de la Nigerian Bank of Industry. Il est également impliqué dans la philanthropie. Par l'intermédiaire de la fondation BUA, il a participé à divers projets dans tout le Nigeria. Il a également créé l'initiative Abdul Samad Rabiou, connue sous le nom d'ASR, en 2019. ASR est une organisation à but non lucratif qui soutient l'éducation, les soins de santé et le développement social au Nigeria et au-delà. Par l'intermédiaire d'ASR, Rabiou a fait des dons substantiels à diverses causes, notamment en apportant une aide lors de la pandémie de Covid-19. Le sens des affaires de Rabiou et son engagement en faveur de la responsabilité sociale lui ont valu de nombreuses distinctions et reconnaissances, tant au Nigeria qu'à l'échelle internationale. Il témoigne du potentiel des entrepreneurs africains à stimuler la croissance économique et à avoir un impact positif sur leur communauté. 3. David Steward. David Steward est né le 2 juillet 1951 à Chicago, dans l'Illinois. Ses parents sont Harold Lloyd Steward, mécanicien, et Dorothy Elizabeth Massingale, femme au foyer. En 1953, alors qu'il n'a que 2 ans, sa famille déménage à Clinton, dans le Missouri. La vie dans le Missouri n'est pas sans problème. Tout d'abord, sa famille n'avait pas grand-chose. En soi, c'est un véritable défi. Mais David et sa famille doivent également faire face à la discrimination. Clinton était très favorable à la ségrégation à l'époque, et il n'était donc pas vraiment facile d'aller à l'école et de nouer des relations avec les gens en général. David Steward en a longuement parlé, affirmant que son père patrouillait dans les rues tous les soirs pour s'assurer que le quartier était sûr. Lors d'une interview, il a déclaré « Le Ku Klux Klan a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'aller voir les gens. Le Ku Klux Klan disait qu'il était hors de question que la déségrégation se fasse à Clinton dans le Missouri. Il n'en était pas question. Et mon père, originaire de Chicago, ancien militaire, mesurant 1,80 m et pesant 240 kg, a patrouillé dans la ville toute la nuit pour s'assurer que ses 5 enfants puissent aller à l'école en toute sécurité. » David a ensuite obtenu son diplôme au lycée de Clinton en 1969, puis une licence en administration des affaires à l'Université centrale de l'État du Missouri en 1973. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé brièvement comme enseignant suppléant et a été cadre associé pour les Boy Scouts of America. En 1974, David Steward est embauché chez Wagner Electric, mais il est licencié l'année suivante. En 1976, David accepte un poste de marketing et de vente au sein de la Missouri Pacific Railroad Company, devenant ainsi le premier Afro-Américain à occuper cette fonction. David Steward reste dans l'entreprise jusqu'en 1979, date à laquelle il rejoint Federal Express en tant que chargé de clientèle principale. David est finalement entré dans la cour des grands en créant Worldwide Technology avec son partenaire commercial Jim Cavanaugh. L'entreprise se consacre au développement et à la vente de produits tels que l'informatique en nuage, l'analyse de données, les applications mobiles et les logiciels de sécurité. Au début, l'entreprise a eu du mal à se mettre en place, mais elle a rapidement gagné des clients importants, dont Cisco, Dell et même le gouvernement fédéral américain. Au fur et à mesure que Worldwide Technology gagne en popularité, David devient non seulement plus riche, mais aussi plus influent. Selon les estimations actuelles, sa valeur nette s'élève à environ 7,6 milliards de dollars. David Steward est également un grand fan de jazz et, en 2018, il a fait don de 1,3 million de dollars à l'Université du Missouri pour créer le David and Thelma Steward Institute for Jazz Studies, Institut David et Thelma Steward pour les études sur le jazz. Il a également reçu de nombreuses accolades et distinctions, non seulement en raison des avancées qu'il a réalisées dans le domaine de la technologie, mais aussi pour les projets civiques et communautaires dans lesquels il s'est engagé et qu'il a dirigé. En 2014, il a remporté le prix Horatio Alger, décerné aux leaders qui ont fait face à l'adversité et se sont battus contre les probabilités et en sont sortis vainqueurs. Pas mal pour un enfant pauvre de Chicago. 2. Robert F. Smith. Le noir américain le plus riche de cette liste est l'intéressant Robert Frederick Smith. Robert est né dans la famille de classe moyenne du Dr William Robert Smith et du Dr Sylvia Myrna Smith, tous deux instituteurs à Denver, Colorado. Dès son enfance, Robert est non seulement intelligent, mais aussi très ambitieux. Alors qu'il était au lycée, il a posé sa candidature pour un stage au Bell Labs, propriété de Nokia. Sa candidature a été rejetée, le laboratoire déclarant que son programme n'était accessible qu'aux étudiants de l'enseignement supérieur. Pour une personne normale, ce refus aurait été une réponse définitive, mais Robert Frederick Smith n'était pas une personne normale. Même un refus ne peut le décourager. Au contraire, il en avait encore plus envie. Il a décidé de continuer à pousser. Il a envoyé une lettre de candidature chaque semaine pendant 5 mois d'affilée, jusqu'à ce qu'une place se libère et qu'il puisse l'occuper.
Il est devenu le premier lycéen à obtenir un stage chez Bell, où il a mis au point un test de fiabilité pour les semi-conducteurs. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Robert a poursuivi des études d'ingénieur chimiste à l'université Cornell, où il a obtenu son diplôme en 1985. En 1994, il a obtenu un Master of Business Administration à l'université de Columbia avec une spécialisation en finance et en marketing. Après avoir obtenu son diplôme à Cornell, Robert a commencé à travailler chez Kraft General Foods en tant qu'ingénieur chimiste. Cependant, même dans CE cadre, il a déposé 4 brevets, 2 aux États-Unis et 2 en Europe. Après avoir quitté Kraft, il a commencé à travailler pour la toujours prestigieuse Goldman Sachs, où il est resté jusqu'à ce qu'il crée sa propre entreprise. Pendant son séjour chez Goldman Sachs, David a conseillé de grandes entreprises technologiques comme Apple et Microsoft dans le cadre d'opérations de fusion et d'acquisition. Il avait du flair pour son travail et, au fil des jours, il a appris le secteur si bien qu'il faisait autorité. En 2000, il a quitté Goldman Sachs pour créer sa propre société, Vista Equity Partners, qui se concentrait sur l'investissement dans les entreprises de logiciels. David a vu à quel point l'industrie du logiciel allait se développer rapidement, et il s'est donc lancé dans ce secteur dès qu'il a pu. Vista a très vite connu le succès, devenant l'une des sociétés les plus prospères des États-Unis. Avec 96 milliards de dollars d'actifs, Vista est l'une des sociétés de capital investissement les plus performantes, affichant un rendement annualisé impressionnant de 31% depuis sa création. En 2019, Vista Equity Partners s'est vu décerner le titre de Dealmaker of the Year par les PitchBook Private Equity Awards. C'est ce qui a le plus contribué aux 9,2 milliards de dollars de valeur nette de Robert Smith, CE qui fait de lui le noir américain le plus riche. Comme la plupart des personnes figurant sur cette liste, Robert Smith aime aussi rendre service à la communauté. Il a été le premier Afro-Américain à signer le Giving Pledge, un engagement à consacrer la majeure partie de sa fortune à des causes philanthropiques. Il a également donné 20 millions de dollars au Musée national de l'histoire afro-américaine en 2016 et en 2019, il s'est engagé à rembourser toutes les dettes d'études de la classe sortante alors qu'il prononçait son discours de remise des diplômes au Morehouse College. 1. Aliko Dangote. Alhaji Aliko Dangote n'est pas seulement l'homme le plus riche d'Afrique, c'est aussi l'homme noir le plus riche du monde. Point final. Ce magnat est surtout connu pour être le fondateur, le président et le directeur général du groupe Dangote, le plus grand conglomérat industriel d'Afrique de l'Ouest, et il vaut environ 10,7 milliards de dollars. Monsieur Dangote est né dans une famille aisée du nord du Nigeria. Du côté maternel, il est apparenté au grand Alassane Dantata, qui commerçait avec les Britanniques au début du XXe siècle. À sa mort, Dantata était l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Outre ce riche arrière-grand-père, les parents de M. Dangote étaient également très riches, et son père était un homme d'affaires prospère. Cependant, Dangote préférait se faire un nom, plutôt que de compter sur sa famille. Il fait ses études à la madrasa Sheikh Ali Koumassi, puis à la Capital High School de Kano. En 1978, il est diplômé du Government College de Birnin Koudou. Il a ensuite poursuivi ses études à l'université Al-Azhar du Caire, où il a obtenu une licence en études commerciales et en administration. Après avoir terminé ses études, il est rentré au Nigeria, où il a créé le groupe Dangote en 1977. À l'époque, il s'agissait d'une petite société de négoce de produits de base, comme le ciment en sac, et de produits agricoles, comme le riz et le sucre. Son oncle lui avait accordé un prêt de 500 000 naira pour l'aider à créer cette entreprise. Au fil des ans, le groupe Dangote s'est développé, sa croissance semblant exponentielle. Le groupe Dangote est devenu le plus grand conglomérat industriel non seulement du Nigeria, mais aussi de toute l'Afrique de l'Ouest. Il s'est diversifié en créant des divisions telles que Dangote Sugar Refinery, Dangote Cement et Dangote Flour. En CE qui concerne le sucre, Dangote domine. Le groupe Dangote possède la plus grande raffinerie de sucre d'Afrique et la troisième au monde, avec une production annuelle de 800 000 tonnes de sucre. Jusqu'à l'arrivée de la BUA d'Abdul Samad Rabiou, Dangote détenait pratiquement le monopole du raffinage et de la distribution du sucre au Nigeria. Le groupe est également importateur et exportateur de marchandises. Il importe des produits comme le riz, les pâtes, le poisson, le ciment et les engrais, et exporte du coton, des noix de cajou, du cacao, des graines de sésame et du gingembre vers plusieurs pays. En février 2022, le groupe a également annoncé le lancement d'une usine automobile, la Dangote Peugeot Automobile Nigeria Limited, basée à Kaduna. Cette usine a été développée en collaboration avec le groupe Stellantis, la société mère de Peugeot. Le 22 mai 2023, Dangote a lancé la raffinerie Dangote dans la zone franche de Lagos, qui vise à traiter le pétrole brut du Nigeria pour l'utiliser et l'exporter. Avec tous ces investissements, il est facile de comprendre pourquoi Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique et pourquoi on s'attend à CE
qu'il reste au sommet de son art pour les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo fascinante de ce type, cliquez sur l'une des cases de votre écran.